Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission Fanball cette semaine, je reviens sur les prestations, entre autres, des Chiefs de Kansas City et des Ravens de Baltimore. Je me lance sur quelques prédictions pour la semaine prochaine. Et est-ce que je me suis trompé dans l'évaluation de Tua et de Justin Fields? Tous les détails à l'émission cette semaine. Merci de choisir Fanball encore une fois cette semaine pour vos actualités football et surtout pour vos actualités fantasy football. Je sais qu'en fin de semaine, il y en a qui ont été très contents de la performance d'un Jared Goff qui a finalement décidé là, de lancer le ballon là, et de ne pas se faire intercepter, mais également de capter des passes de toucher. Je l'ai dans un de mes fantasy football et après des semaines de 4 ou 5 points, là, j'étais assez content de dépasser le cap des 20 points pour Jared Goff. On a quelques corps arrière comme ça là, qui ont surpris cette semaine. C'est le cas de Justin Fields. Depuis le début de la saison, je suis le premier à dire « lâchez-moi avec Justin Fields ». Ce n'est pas un corps arrière de premier plan dans la Ligue nationale de football. Même que c'est même pas un corps arrière partant selon moi, le Justin Fields. Mais depuis le début de l'année, il tente de me faire vraiment là, avouer mon erreur. Il a connu tout un match en fin de semaine, plusieurs belles courses. C'est pas trop compliqué la vie. Mais Justin Fields, on s'entend que si on n'avait pas l'aspect d'un fantasy football en ligne de compte, on ne considérait pas Justin Fields comme un corps arrière élite dans la Ligue nationale de football. C'est juste parce que il nous aide à gagner des semaine après semaine, notre fantasy football, qu'on finit par dire « Ah, finalement, il est pas pire. » Mais pas pire, ça ne gagne pas des Super Bowls. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns, là, entre autres le coproducteur de l'émission Fanball qui voulait me faire avouer de mon erreur avec les déclaration que j'ai faite là, à l'endroit de Justin Fields, mais ça n'arrivera pas dans cet épisode-là de Fanball. Il est bon, sans plus. Il fait le travail. Oui, je comprends qu'il a un très bon début de saison. Si on avait oublié les 3 dernières années avec les Bears, on pourrait quasiment penser là, qu'il a sa place dans la NFL, mais je crois que c'est le genre de joueur qu'on surévalue en raison de ses statistiques fantasy football. Il est spectaculaire sur 2-3 jeux et on dirait qu'on oublie qu'il a la difficulté à lire la défensive adverse, la difficulté surtout à, si l'option 1 n'est pas disponible ou l'option 2 n'est pas disponible, on n'ira jamais en option 3, il va tenter de courir, même des fois, là, si l'option 1 est couverte, on est toujours en mode panique là, et Phil doit se servir de ses jambes pour essayer de se sortir du pétrin. Mais je dois avouer qu'il est nettement supérieur à ce qu'on a connu avec les Bears de Chicago. Est-ce que c'est l'organisation? Je crois que oui. Quand on joue pour les Steelers de Pittsburgh, on n'a pas la pression de jouer nécessairement avec les Bears où on n'a jamais eu de bon corps arrière. Avec les Steelers, on en a déjà eu et on sait que c'est pas justement le corps arrière qui change tout. On a une bonne défensive. On peut se fier à une défensive qui accorde moins de 20 points à chaque semaine ou presque. Donc, ça l'enlève beaucoup de pression au corps arrière. Et c'est pas pour rien que les Steelers ont 3 entraîneurs-chefs, je crois, là, dans les 30 dernières années. Et il y a d'autres organisations où on change de corps arrière, comme on change de corps arrière et d'entraîneur comme on change de bobette, on dirait. Là. Donc, c'est vraiment pas le cas avec les Steelers. C'est une organisation stable. Les propriétaires sont sérieux. Directeur général, même chose. L'entraîneur-chef est respecté, Mike Tomlin. Même s'il n'est pas un gourou au niveau de l'attaque, il fait en sorte que il met dans une position son corps arrière semaine après semaine, dans une bonne position où on peut avoir du succès. C'était une des raisons pourquoi je pensais que Russell Wilson serait relancé avec les Steelers parce que je savais qu'il n'avait pas besoin de faire énormément pour retrouver le chemin de la victoire. C'est ce qu'on voit avec Justin Fields. Il fait suffisamment avec les armes offensives qu'il a pour réussir à mettre un petit W là, à la fin du calendrier. Mais ça fait en sorte qu'il fait du bon boulot. L'autre corps arrière qui me surprend depuis le début de la saison,
C'est plutôt son absence qui me surprend. C'est Tua Tagovailoa qui fait en sorte que j'étais un des premiers à dire que Tua était surévalué avec les Dolphins. Je crois qu'il est encore surévalué, mais pas au point que je le disais. On le voit là depuis 2 semaines, les Dolphins ne sont pas du tout la même formation sans Tua derrière la ligne de mêlée. Tua n'était pas le corps arrière avec les meilleurs attributs physiques, mais il faisait le travail sans se tirer dans le pied. Et je pense que c'est ça qu'on avait besoin avec les Dolphins. On avait tellement d'armes offensives avec les Tyreek, les Jaden Waddle, les A-Chain, Mustard comme porteur de ballon. On a même Odell Beckham Jr. Là, comme receveur de passe qui est blessé. Mais quand même, on a tellement de munitions à l'attaque qu'on a besoin d'un corps arrière qui va faire au moins réfléchir la défensive. Ça se peut qu'il nous lance une passe. Ou ça se peut qu'il fasse une bombe à Tyreek. Ou ça se peut qu'il décide de faire un jeu d'options. On n'a vraiment pas le cas là, avec les corps arrière substituts des Dolphins. C'est facile de se protéger contre les Dolphins parce que pour l'instant, on a juste besoin de bloquer la course. Tyreek, Waddle sont invisibles ou presque parce qu'on n'a pas le danger de faire la longue passe, de surprendre la défensive. On peut carrément là, ajouter 2-3 joueurs défensifs dans la boîte défensive, puis ça fonctionne parce que on dirait la défensive dit essayez donc de nous lancer le ballon, nous surprendre avec une passe, on n'est même pas inquiet. Et c'est le cas parce que on s'attend à des courses semaine après semaine et ça fonctionne. Même que les Titans ont couru tout le long du match et les Dolphins ont fait presque la même chose et ça n'a pas fonctionné pour eux. Et les Titans les ont battus. Donc, qui aurait dit qu'après 4 semaines, les Patriots auraient la même fiche que les Dolphins? Pas grandes équipes. Une victoire, 3 défaites. C'est vraiment sous les attentes. Et tout ça en raison de la blessure de Tua. Est-ce qu'avec Tua, on aurait remporté des matchs de plus? Assurément. Est-ce qu'on serait retrouvé avec 4 victoires, 0 défaites? Je ne crois pas. D'ailleurs, on perdait contre les Bills lorsque Tua s'est blessé. Peut-être qu'on aurait 2 victoires ou 3. Mais assurément, on serait plus dangereux à l'attaque que ce qu'on est en ce moment. Là, c'est un peu triste parce que la fenêtre d'opportunité pour les Dolphins, elle est présente en ce moment. Et là, la blessure de Tua, commotion, une autre commotion depuis je ne sais pas combien d'années. J'ai l'impression que la carrière de Tua est en péril, est en jeu. Ce qui fait en sorte que est-ce que cette fenêtre est déjà fermée pour les Dolphins? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des options pour relancer les Dolphins? On parlait de Mac Jones, on parlait de Russell Wilson. Mais assurément, il faut bouger pour les Dolphins parce que le statu quo n'est pas acceptable. On va rater une autre occasion de faire les séries. Et la fenêtre d'opportunité se rapetisse à vue d'œil pour Miami. Ce qui fait en sorte que ça nous fait réaliser que Tua était important dans cette équipe-là. Encore à ce jour, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas choisi Justin Herbert à la place de Tua. Je pense que Herbert aurait fait en sorte que Miami serait rendu au moins une fois au Super Bowl. Mais il mérite, ou du moins il méritait une place de partant dans la Ligue nationale de football. C'était pas un top 10 corps arrière, mais assurément dans le deuxième tiers pour les corps arrière. C'était meilleur que Justin Fields. Et Phil a beaucoup de succès avec les Steelers. Une attaque qui est beaucoup moins explosive que celle des Dolphins. Donc voilà, c'était mon petit mea culpa là, avec ces 2 corps arrière. Je pense que c'est mes excuses envers ces 2 corps arrière pour peut-être le manque de respect que je leur ai envoyé dans les dernières années, sans dire que je me suis complètement trompé. Je me suis trompé au moins un peu pour
reconnaître que ils ont un peu de succès en ce moment. Et Tua, malheureusement, c'est son absence qui me fait réaliser que il était apprécié à Miami par ses collègues, ses coéquipiers, et il faisait le boulot avec l'entraîneur-chef pour aller chercher des victoires. Et c'est ça, au final, le plus important, c'est d'aller chercher des victoires. Ce qui m'amène à parler du match des Chiefs en fin de semaine. Chiefs contre Chargers, 17-10, rien de spectaculaire. Depuis le début de l'année, les Chiefs ne sont pas spectaculaires, mais c'est ça une équipe gagnante. C'est ça une équipe qui a déjà remporté des Super Bowls. Ça me rappelle les Patriots pendant quelques années. Les Patriots, semaine après semaine, il y en avait plusieurs qui disaient « Ah, ils sont finis, ils sont pas bons, ils sont pas assez bons pour remporter les grands honneurs. » On le voit, Brady est terminé, il lance pas aussi le ballon que dans ces dernières années. Ils n'ont pas de receveur de 1000 verges. Ils n'ont pas un bon jeu au sol cette année. La défensive est un peu plus faible et finissait toujours par gagner pareil. Parce que dans les matchs serrés, ils trouvaient un moyen de remporter le match. C'était comme les Chiefs cette année, on dirait qu'ils réussissent à rester dans la partie, à faire en défensive des arrêts importants et à l'attaque de traverser le terrain et de marquer des points là quand ça compte. Même que des fois, j'ai l'impression qu'au niveau du coaching, on fait exprès de choisir des jeux pour ralentir le rythme, casser le rythme de l'autre équipe. On a vu les Chargers, dès la première séquence, marquent un touché. Après, on marque un placement sur un revirement. On était dans la partie, on avait 2 possessions, 10 points d'inscrits. Et finalement, on dirait qu'on s'est comme adapté au jeu un peu tout croche des Chiefs. On a décidé de les imiter. Là, c'était un jeu pêle-mêle, puis les Chiefs ont gagné. On réussit toujours à sortir l'équipe de leur plan de match. On se rappelle lors de la finale de conférence l'année dernière, on affrontait les Ravens et les Ravens avaient tout détruit sur leur passage avec leur jeu au sol. On arrive dans le match, on commence à changer notre système de jeu. On court plus là. On veut passer le ballon. On n'a plus de besoin d'utiliser ça. Même chose cette année. Là. Premier match contre les Ravens. Une équipe qui vient d'aller chercher Derrick Henry, qui est peut-être le meilleur porteur de ballon des 10 dernières années. Première séquence à l'attaque, toucher Derrick Henry. Là, après, les Chiefs l'arrêtent 2-3 fois de suite. Ça marche plus, il faut changer de jeu. On dirait qu'on joue tellement dans la tête des équipes adverses que on les déstabilise et au final, c'est à l'avantage des Chiefs de Kansas City. Et la troupe de Patrick Mahomes n'a pas besoin de plusieurs chances comme ça. On finit par remporter le match là, assez facilement par la suite. Et là, j'ai hâte de voir là, avec la blessure de Rice, qu'est-ce qui va se passer. Mais pour les propriétaires ou les directeurs généraux là, de Worthy comme receveur de passe, sa valeur vient d'exploser. Même celle de Kelsey, on était un peu déçu de son apport offensif depuis le début de la saison. Là, avec la blessure de Rice, on a toujours la blessure d'Hollywood Brown. On a Pacheco aussi blessé, ce qui fait en sorte qu'on est un peu moins à l'aise de faire des petites passes dans le champ arrière. Oui, on vient de signer Kareem Hunt, mais c'est pas aussi dynamique que Pacheco. Hunt est en fin de carrière, ce qui fait en sorte que Kelsey, Worthy vont être utilisés dans les prochaines semaines. Et ça va être au grand bonheur de ceux qui ont décidé de les repêcher. Kelsey, c'est un choix plus évident, mais Worthy dans un pool à 8 ou dans un pool à 10, c'était pas nécessairement le choix le plus évident. Donc, bravo pour ceux qui ont décidé de piger dans l'équipe de Kansas City pour repêcher justement le jeune receveur de passe, celui qui a brisé tous les records au niveau de la vitesse dans la période de scouting pour le dernier repêchage de la Ligue nationale de football. Donc vraiment, c'est tout à votre honneur et je le ferai partir pour la semaine prochaine, assurément dans mon équipe de Fantasy Football. Malheureusement, je ne l'ai pas pour mes équipes Fantasy et je n'ai pas plus Kelsey non plus. Donc, je vais devoir affronter ces deux joueurs qui risquent de voir leur volume de ballon dirigé vers eux fortement
augmenter. Donc voilà, c'était mon compte-rendu des Chiefs. Je voulais vous parler des Ravens. J'en ai parlé un peu là, quand ils étaient déstabilisés, quand ils affrontaient les Chiefs de Kansas City. Mais là, on a vraiment revu les Ravens. Et le succès des Ravens, c'est leur jeu au sol. Je comprends que Lamar Jackson s'est amélioré pour lancer un ballon. C'est une option qui est toujours là, mais sa force, ce qui fait en sorte qu'il est au-dessus de tout le monde, c'est ses jambes. C'est sa manière de faire des jeux d'options. Et là, avec un Derrick Henry, c'est dangereux. On l'a vu là, contre les Bills. On s'attendait à un choc de titan rapidement dans le match. Les Ravens ont montré que c'était l'équipe à prendre au sérieux dans la Ligue américaine dans ce match. C'était vraiment là, très dynamique. Les courses de Derrick Henry montraient qu'il était plus fort. Des fois, on faisait des petites passes à Hill comme porteur de ballon, allait chercher un premier essai. Et des fois, pourquoi pas, Lamar Jackson se gâtait et allait chercher lui-même le premier essai avec ses jambes. C'était spectaculaire. C'était vraiment un dragon à 3 têtes là, du côté des Ravens. Et on était capable de lancer le ballon. Hein. On a toujours Mark Andrews, on a Likely, qui sont deux ailiers rapprochés, qui sont capables de bloquer, également capables de se libérer et d'attraper le ballon, sont plus mobiles et meilleurs pour attraper le ballon que la moyenne des alliés rapprochés. Ce qui fait en sorte que ça devient vraiment compliqué pour affronter parce que là, on se retrouve souvent avec des séquences offensives où dans le même jeu, on a deux alliés rapprochés, on a Derrick Henry dans le champ arrière. Donc, on s'attend souvent à des courses, mais les deux alliés rapprochés peuvent se libérer et capter le ballon comme troisième option. Donc, souvent, là, on a des jeux d'options par-dessus de jeux d'options. Et c'est ça qui fait que c'est spectaculaire. Même, je ne sais pas si c'est la dernière semaine, là, la fameuse séquence avec Lamar Jackson, avec une confusion dans le champ arrière. On a décidé de dire, bon, tant qu'à rater le jeu, je vais commencer à courir. Puis quand il court, il va chercher le premier essai. Donc, même quand c'est des jeux cacophoniques, des jeux ratés par les Ravens, on réussit toujours à aller chercher le premier essai. Je pense que les Ravens se sont vraiment replacés après avoir commencé l'année 0-2. 2 victoires de suite, 2-2 maintenant. On affronte les Bengals. Le match va être à Cincinnati. Ça va être difficile, ça va être en terrain hostile. On sait que c'est deux équipes qui se bataillent dans les dernières années pour le premier rang de la division Nord dans l'américaine. Mais je pense que l'avantage est aux Ravens, surtout avec un Derrick Henry en pleine forme et un Lamar Jackson qui n'est pas blessé. Ça vaut de l'or pour la formation. Et pour une fois, j'ai aimé les commentaires de Lamar Jackson après le match, contrairement à la semaine dernière où il avait un peu lancé une petite flèche à son entraîneur, Harbaugh. Cette semaine, il a tout simplement dit aux journalistes, je m'en fous un peu là, de lancer 300 verges, 40 verges ou 500 verges. Tant qu'on a la victoire, je m'en fous un peu de la manière. Puis ça, je pense que ça veut dire beaucoup sur Lamar Jackson. On l'a vu à plusieurs fois dans la partie, aller voir ses joueurs de ligne offensive pour lui dire « Hey, lâchez pas, bon travail, on continue, c'est mon erreur, là, j'ai échappé le ballon, c'est pas grave, on continue. » Je pense que ça montre son leadership et il va être à surveiller pour le restant de l'année, Lamar Jackson. On sait qu'il a énormément de talent. Il est toujours arrivé à court. Est-ce qu'il va être en mesure, avec Harbaugh et les Ravens, d'assumer leur système de jeu et de montrer qu'ils sont capables de dire on est capable de courir 12 jeux de suite, puis on va être capable d'aller chercher le premier essai facilement pareil. Même si la défensive s'attend à ce qu'on court, on est capable de gagner 3, 4, 5 verges par course. On est fort comme ça. Je pense que ça peut montrer qu'ils sont une des équipes à surveiller dans l'américaine, assurément. Pour ce qui est des Lions, des Seahawks, c'était un bon affrontement là, pour le match du lundi soir. On a surtout eu le droit là, à 2 jeux extrêmement spectaculaires réalisés
par des porteurs de ballon. Le premier par Montgomery où il a peu d'espace, subi le premier contact, réussi à se relever et d'aller chercher quelque chose comme 35 verges par la suite avec une longue course là, sur les lignes de côté. Il est tellement solide. D'ailleurs, j'étais un petit peu réticent à le repêcher dans mon fantasy football parce que je savais que Jahmyr Gibbs était dans l'équipe. On utilise souvent les deux porteurs de ballon 50-50. Mais Montgomery, depuis le début de l'année, me montre que il me rapporte énormément de points. Et je vous dirais même que dans le fantasy des podcasters, si c'était pas de Montgomery, j'aurais pas une fiche de 500. Je serais sous la barre des 500. Je sais que le calibre est très relevé là, dans ce fantasy fait et participé là, par juste des amateurs de fantasy football, oui, mais surtout là, des animateurs ou des membres des médias là, qui couvrent le football de la NFL. Donc, ça fait en sorte que on ne peut pas vraiment les surprendre avec ou prendre avantage sur un échange parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans l'actualité NFL. Donc, le repêchage est encore plus essentiel parce que c'est encore plus difficile d'aller chercher des joueurs aux agents libres ou des échanges. Et je suis content d'avoir repêché Montgomery. J'ai tenté de l'échanger dès le début de la saison parce que je me disais, j'ai l'impression que plus qu'il va jouer de match, plus qu'on va réaliser qu'il va avoir moins souvent le ballon. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Souvent, le premier touché des Lions, c'est Montgomery qui l'a. Par la suite, on va donner un touché à Gibbs. On va donner son occasion à Gibbs, mais le premier touché, c'est souvent Montgomery qui va l'avoir avec les Lions. Et là, encore une fois, en fin de semaine, avec son match du lundi soir, a fait une course tellement spectaculaire que pour l'entraîneur, on n'a pas le choix de continuer cette rotation de 50-50. C'est payant pour les Lions, c'est payant pour les joueurs. On reste en santé plus longtemps parce qu'on a moins d'occasions de se blesser. On ne demande pas une surcharge de travail à ces joueurs qui sont les joueurs les plus vulnérables aux blessures. Les porteurs de ballon, là, ce sont les joueurs qui se font le frapper le plus souvent. Donc, ça fonctionne. C'est une solution qui fonctionne pour l'instant là, pour les Lions. L'autre jeu qui était ultra spectaculaire, Kenneth Walker, qui a été comme plaqué, semi-plaqué, a décidé de faire un backflip sur lui-même pour se départir de la couverture du joueur défensif qui était carrément sur lui et va chercher quelques verges supplémentaires avant de se refaire replaquer une autre fois. C'était vraiment spectaculaire. D'après moi, c'est dans le top 3 des jeux de l'année. Là. Déjà, on a un jeu qui va faire partie des faits saillants de l'année. C'était très, très divertissant. Et pour les gens qui l'ont vu en direct à la télé, je suis convaincu que vous avez lâché un petit cri en disant « Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? » Puis ça a fonctionné pour Kenneth Walker. C'est pas nécessairement la manière la plus élégante, mais le résultat a fait en sorte que les Seahawks sont allés chercher des verges supplémentaires, un premier essai, on s'est approché, puis je pense qu'on a marqué des points sur la séquence. Tout ça en raison de la débrouillardise et du deuxième effort de Kenneth Walker. Donc voilà ce qui met fin un peu à mon compte-rendu de la fin de semaine. Je veux terminer l'émission comme j'ai terminé dans les dernières semaines avec quelques matchs que je vais surveiller sur ma liste et quelques paris sportifs qui peuvent être intéressants. Là. J'ai vu que les Vikings contre les Jets, la cote est à -3 en faveur des Vikings. Donc, on donne 3 points, je veux dire, en faveur aux Jets. Le match est en territoire neutre. -3, un placement. Je pense qu'avec le calibre des Vikings, on est capable de battre les Jets par au moins un placement. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai vu sur certains sites à -2.5. -2.5, j'achète automatiquement. À -3, je peux y penser. -3.5, peut-être pas. Mais à -3, c'est un territoire neutre. On voit que les Jets, c'est une équipe qui continue à se chercher. C'est pas à cause de Aaron Rodgers ou un joueur en particulier. Mais quand on arrive avec un nouveau corps arrière, tout est un peu plus long là, à s'ajuster. C'est pas nécessairement du non-vouloir d'un joueur en particulier. C'est juste que les chimies se créent.
c'est plus difficile, on apprend encore le livre de jeu, on n'est pas toujours 100% d'accord avec les décisions, les bonnes prises de décision. Donc, c'est pour ça que je mets les Vikings en faveur pour ce pari. L'autre pari qui m'a intéressé, c'est Bills contre Texans. Le match est à Houston. Il y en a peut-être qui mettraient Houston favori, mais je mets les Bills et c'est à -1. Donc, si les Bills réussissent à remporter le match, vous remportez votre pari. Je pense que après la défaite dans la fin de semaine, les Bills vont rebondir. Josh Allen, c'est pas le genre de corps arrière qui est facilement arrêtable. Les Texans ont aussi une bonne attaque, mais Joe Mixon, encore une fois, on ne sait pas son statut. Est-ce qu'il va revenir? Il devrait revenir pour la semaine prochaine, mais est-ce qu'il va être à 100%? Donc, j'aurais tendance à mettre mes espoirs envers les Bills de Buffalo. Et le dernier, c'est les Patriots contre les Dolphins. Si vous avez un autre match à votre horaire à regarder, je vous conseille fortement de regarder l'autre match. Ça ne va pas être un match spectaculaire. Patriots, Dolphins, deux équipes qui se cherchent. Les Patriots, on s'attendait à ça. Les Dolphins, on le sait, avec la blessure de Tua, j'en ai parlé en début d'émission, c'est plus compliqué. Même que les Patriots sont favoris dans ce match, et j'ai tendance à dire qu'ils vont remporter ce match. Malheureusement, pour les partisans des Patriots, ça veut dire qu'on s'éloigne du premier choix au total. Mais je pense que les Patriots ont une meilleure formation simplement parce que le jeu au sol semble être plus fort. La défensive a peut-être un léger avantage aussi. J'ai juste l'impression que les Patriots jouent du meilleur football. Peut-être que je dis que la formation est meilleure des Pats en ce moment sans toi, mais c'est pas vrai, mais on joue du meilleur football. Je pense que les Patriots méritent de remporter. Est-ce que les Dolphins vont rebondir? Le temps commence à presser pour Miami. Si on voulait faire les éliminatoires, on ne peut pas se retrouver 1-4. Pas 1-4 dans l'américaine. Ça va être trop compliqué. Sachant très bien qu'on s'enligne pour avoir peut-être 3 équipes de la division Nord qui vont faire les éliminatoires. Soit les Steelers, les Bengals et les Ravens. On va avoir les Chiefs. Les Chargers vont peut-être se tailler une place en éliminatoire avec une fiche de 2-2. On est encore là. Ça commence à être compliqué là, si on l'échappe pour les Dolphins. Donc, voilà ce qui met fin à mes petites prédictions pour la semaine numéro 5. Pour les équipes qui sont 0-4 en ce moment dans votre fantasy football, le temps commence à presser. J'en ai parlé, si vous êtes dans une ligue à 12, il faut essayer d'aller chercher 5 victoires, 6 victoires. Minimum 5. Là. D'après moi, si vous avez une fiche de 6-8 dans une ligue à 12, sachant qu'il y a 8 équipes qui font les éliminatoires, vous avez une chance. Donc, si vous êtes 0-4, ça veut dire que vous devez carrément remporter 6 des 10 prochains matchs et peut-être espérer avoir un peu d'aide là, au niveau du classement. C'est encore possible, mais le temps commence à presser. Si vous avez une autre défaite, c'est terminé pour vous. À 0-5, ça va être extrêmement difficile de remonter. Pour des poules à 10, dépendamment si vous avez 8 équipes ou 6 équipes qui font les éliminatoires, tout peut changer. Là, si vous avez 8 équipes qui font les éliminatoires puis vous êtes 10 dans votre ligue, même si vous êtes 0-4, je ne crée pas panique. Là. Je pense que la loi de la moyenne va faire en sorte que vous allez peut-être pouvoir remonter puis avoir un peu d'aide, puis il n'y aura pas de problème et finir même plus haut, là, pas juste la 8e. Là, vous allez pouvoir finir 6, 5, je ne suis pas inquiet. Pour les ligues à 8 équipes, dépendamment si vous avez juste 4 équipes qui font les éliminatoires ou si tout le monde fait les éliminatoires, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a juste 4 équipes, puis vous êtes 0-4, ça va commencer à être un peu plus difficile aussi. Surtout que d'habitude, il faut jouer pour minimum un match en haut de 500. Là, d'habitude, pour ces équipes, on finit toujours à 8-6 là, pour la dernière place en série. Donc, il faut vraiment avoir de très bonnes semaines devant vous. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à écouter les épisodes de Fanball, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok pour des conseils pour essayer de rebâtir votre équipe, vous ajuster, peut-être des transactions à faire s'il y a des joueurs qui
que vous n'êtes pas trop satisfait, essayez de bouger peut-être pour les équipes qui sont à 0-4. Si vous n'êtes pas en état de panique, bougez pas pour rien. Souvent dans les fantasy football, les joueurs ou les autres directeurs généraux là, sont très agressifs. Vous êtes mieux de garder le statu quo. Si vous pensez que vous avez une bonne équipe, faites-vous confiance et misez sur vous pour la prochaine semaine. Donc, voilà ce qui met fin à l'émission Fanball cette semaine. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir choisi le balado Fanball pour vous informer de l'actualité de la NFL et surtout de gagner quelques petits conseils justement là, pour remporter votre fantasy football. Je vous rappelle que cette année, les émissions sont disponibles sur YouTube. Les émissions, il y a des segments qui sont disponibles sur TikTok et sur Instagram. Allez nous suivre. Cliquez j'aime sur les vidéos. C'est toujours un peu notre paye de notre fantasy, de notre balado sur le fantasy football. Merci à ma petite équipe qui m'aide à la réalisation justement des vidéos tout au long de la semaine, que ce soit Gabriel Fournier comme producteur, Myriam Lesage-Vachon également là, pour les logos et etc. Là. Et n'hésitez pas à nous soumettre quelques sujets de conversation. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont tirer la pipe là, pour la prestation de Justin Fields depuis le début de la saison. J'ai fait un peu mon meilleur coup de pas là, pour cet épisode. Sans dire que il est un corps arrière qui va faire en sorte que les Steelers peuvent gagner un championnat, mais je pense que il fait bien et je lui lève mon chapeau pour la dernière semaine et les dernières semaines, je devrais dire, pour Justin Fields. Donc voilà, mon nom est Philippe Bessette. Au nom de toute la petite équipe de Fanball, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, bon football.